La Commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas. Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. All right, bienvenue, la plus cordiale des bienvenues dans Les Visiteurs, épisode numéro 3. Cette fois-ci, on se transporte à Edmonton, le Rogers Place. Et là, Rogers commandite tellement de buildings au Canada qu'on s'y perd un peu. Fait que des fois, là, restez avec moi. Je vous demanderais d'être indulgent un peu si vous m'entendez dire Rogers Center, Rogers Arena. On le sait que le Center, c'est à Toronto. C'est un parc de balles pour les Jays, d'ailleurs, qui s'en vient dans un prochain épisode pour Toronto. Également, le Rogers Arena, ça, c'est à Vancouver. Puis le Rogers Place, bien, c'est celui d'Edmonton. Quel barn! Vous allez voir, je vais faire, bien sûr, tout ce que vous voulez savoir, les détails sur l'aréna, sur le building qui a été ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais d'abord, deux invités de marque. Vous ne pouvez pas aller à Edmonton sans avoir mon ami Georges Larac là-bas. Et Georges qui, venant des mots directement de la personne qui travaille au marketing, au PR, aux relations publiques des Oilers, qui m'a dit « Dis-les pas à Georges, là, parce qu'il va s'enfler la tête avec ça. » Mais Georges, c'est comme un big deal à Edmonton. Et j'ai hâte de vous raconter comment je l'ai vécu, ça. Parce que c'est vrai que Georges, c'est tout un phénomène à Edmonton. C'est une légende. J'y étais avec lui dans le cadre du Black History Month, donc du mois de l'histoire des Noirs. On était avec ses enfants. On l'a présenté au Centre de la Glace avec deux de ses anciens coéquipiers également. Puis ça, on vous raconte tout ça dans tout juste quelques minutes. Et on a celui qui a été son coéquipier, son mentor dans cette équipe-là, son entraîneur-chef, son directeur général, Kevin Lowe, une légende dans le monde du hockey, qui a remporté des Coupes Stanley, qui s'en vient nous raconter quelques petites anecdotes, non seulement sur Georges, mais sur du temps où est-ce que lui, il a joué, qu'il a remporté les Coupes Stanley avec les Oilers. Son arrivée, petit gars de la chute qui s'en va jouer à Edmonton là-bas également. Et bien hâte de vous présenter ça encore une fois tantôt. Mais d'abord, c'est le troisième épisode. Je vais simplement vous dire, vous avez été très, très nombreux à m'écrire suite à l'écoute des podcasts, au visionnement des vidéos. Les visiteurs, je vous l'ai dit, c'est une affaire de gang. Merci encore à la gang de billets.ca d'embarquer dans cette aventure-là avec nous autres. Mais allez nous suivre sur Instagram. Les visiteurs podcast, tous ensemble, sur la chaîne YouTube de la Commission athlétique. Si vous ne nous suivez pas déjà sur cette plateforme-là, si vous êtes en train de regarder ça sur YouTube, écoutez, tant mieux. On est super contents. Et c'est disponible sur toutes les plateformes audio également. Spotify, Apple Music, Google, Amazon, tout ce que vous voudrez, sur le site web également de bpm.ca, bpmsport.ca, mais des vidéos qui ne sont pas l'épisode intégral que vous écoutez ou que vous regardez en ce moment sont disponibles. Donc, des vidéos que j'ai prises sur place, des bouts d'entrevues et autres, on met ça sur nos médias sociaux, parfois sur YouTube également. Donc, on vous invite à vous déplacer, à aller voir ça là-bas aussi et pour avoir accès à plus de contenu et surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur les plateformes de médias sociaux, à moi aussi personnellement. C'est tellement le fun. On va avoir des auditeurs, vous autres, qui embarquez dans le projet avec nous autres, qui vont venir sur le show pour nous raconter vos histoires dans ces buildings-là, que ce soit de la Ligue nationale de hockey, de baseball, de football, de basketball, de soccer, les meilleures anecdotes. C'est ce qu'on est en train de bâtir ensemble. C'est tout un projet. Puis les témoignages que j'ai à date des auditeurs, c'est complètement fantastique. Je suis certain que vous avez des anecdotes complètement folles à nous raconter, des matchs que vous avez assistés. Puis n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'en jaser avec vous autres, puis de vous amener sur le podcast également. Je ne peux pas amener tout le monde non plus, mais dans quelques endroits spécifiques, d'être là avec vous autres. Les Visiteurs, le podcast. Allons-y tout de suite avec l'évaluation du Rogers Place en 5 points faciles. D'abord, l'accessibilité. Rogers Place, en plein milieu du centre-ville d'Edmonton. Je pense que ce n'est pas plus facile de se rendre au Rogers Place. Ça ne peut pas être plus facile, c'est-à-dire, tu es à distance de marche, même c'est connecté avec un hôtel.
un peu comme je l'ai vu avec Toronto, on a la même chose avec le Rogers Center. Je sais pas, il n'y a pas ça au Rogers Arena à Vancouver. On a ça au Rogers Center. Peut-être que ça s'en vient au Rogers Arena qui a besoin d'un petit rafraîchissement. Ça se dit-tu? Oui, ça se dit. En tout cas, bien de le dire. J'ai bien le droit de le dire. C'est mon podcast. Et du Edmonton Tower également. Donc, tout se fait à distance de marche. Tu as plusieurs hôtels différents. Le McEwen Station va vous amener directement au Rogers Place et beaucoup de restaurants, différents hôtels. Donc, si vous voulez vous en aller là-bas, il y a même un casino plugué dans l'aréna qui est plugué à l'hôtel. Je dis aréna, mais vous avez compris que c'est l'aréna de hockey qui est le Rogers Place. Il faut faire attention avec ces mots-là. Il y en a pas mal. Il y a même des microbrasseries qui sont pas loin. Tu as le Campio Brewing Co. Qui est à simplement quelques petits coins de rue de marche. Tout se fait à pied là-bas. Et le centre-ville de Edmonton, bon, est-ce que c'est le centre-ville de Vegas? Là? Je pense qu'il y a il y a une petite marge tant qu'à ça, mais au niveau de l'accessibilité, je me dois donner un 5 sur 5, comme j'avais donné avec le Crypto.com Arena des Kings de Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'on peut s'y rendre facile en voiture, facile de stationner également. On peut s'y rendre à pied à partir du centre-ville, transport en commun, même si vous utilisez votre vélo. Je ne sais pas si vous êtes de ce genre-là, que vous en allez en vacances avec votre vélo. Bref, je ne penserais pas, mais tout ça pour dire que c'est très, très, très facile d'y accéder. Puis ça, ben, c'est un gros point commun. C'est un gros point positif, c'est certain. De toute façon, pour ceux qui vont voyager à Edmonton, je vous le dis, c'est probablement, je vous suggère de faire ça dans une espèce de road trip. Vous partez une gang de boys, vous partez avec votre douce moitié ou votre doux moitié, dépendamment de qui écoute actuellement. Là, vous faites Calgary, Edmonton, Vancouver. Ça se fait très bien. En hiver, c'est absolument magnifique. Les Rocheuses, nos montagnes rocheuses. Et je vous suggère d'y aller parce que passer quelques jours à Edmonton, là, je veux dire, le hockey et le centre d'achat risquent d'être vos attractions principales. Et ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Deuxièmement, le design. L'intérieur, c'est vaste, c'est beau, ça respire comme aréna et tout a l'air haut de gamme. On est confortable partout et on voit bien de partout également. L'extérieur, vous avez sûrement vu des photos. On vous en met sur les médias sociaux également. L'extérieur de l'aréna, bon, c'est sûr que c'est facile quand c'est un des buildings les plus nouveaux de ce qu'on a, les plus récents. Ça fait 8 ans. Il a été inauguré en 2016, au mois de septembre 2016. D'ailleurs, le premier joueur qui a foulé la glace du Rogers Place, c'est Connor McDavid. D'ailleurs, le surnom de ce building-là, le surnom de l'aréna, c'est The House that Connor McDavid built. Donc, la maison que Connor McDavid a bâtie. Quand même assez vrai aussi. Là, je veux dire, c'est le joueur de la franchise, c'est le meilleur joueur au monde en ce moment. On a inauguré ça avec le maire d'Edmonton. Wayne Gretzky était sur place et Daryl Katz, le propriétaire des Oilers, était également sur place pour inaugurer cette nouvelle aréna-là. L'extérieur est absolument magnifique de partout. Et le fait que ce soit connecté aussi avec l'hôtel, les gens rentrent, étaient déjà à l'intérieur du building avant même de scanner tes billets, ce qui fait que, bon, tu attends pas dans le froid, par exemple, et on sait qu'à Edmonton, il peut faire froid en hiver, là. Tu peux voir le coucher de soleil même, tu as un band à l'entrée, tout est bien pensé dans cette aréna-là. Je vais donner tout de suite, je vais vous donner quelques détails également. Je vais donner tout de suite un 4,5 sur 5 sur le design de l'aréna. Pour moi, un 5 sur 5, là, le building parfait, c'est le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta qui va venir dans un autre épisode à venir sous peu des visiteurs. Mais 4,5 sur 5, c'est ma note. D'ailleurs, l'écran géant qui est là, c'est celui qui est le plus gros dans la Ligue nationale en haute définition. Le système de son qu'on y retrouve également, je vous dis, tout est bien fait. Et même les loges de la façon qu'ils sont placées. Je me suis promené un peu partout. J'ai essayé de regarder les points de vue. Même lorsque les Oilers sortent de leur chambre, vous pouvez voir des visuels là-dessus sur les médias sociaux qui s'en vont. C'est directement connecté au banc. Il y a un restaurant qui est à côté. Donc, pour les gens qui se paient des expériences qui sont VIP, ça coûte pas mal plus cher que les billets qui sont réguliers. Mais tu peux voir l'équipe sortir également. On le fait de plus en plus, là, ça, dans la Ligue nationale. Même, on le voit dans d'autres sports également. Mais tout est bien pensé, même sur le banc en soi, avec les écrans qui sont en dessous.
des écrans géants. Alors, tu n'as pas besoin de te casser le cou pour essayer de regarder l'écran géant pour les animations, les activations qui se font là. Et même d'en haut, tu as encore accès. Ça, c'est là que le bas blesse dans plusieurs arénas de la Ligue nationale. Je me souviens, par exemple, à Washington, tu es en haut, tu n'entends rien. Le système de son n'est pas bon. Tu ne peux pas entendre ce qui se passe. Alors, ça nuit à ton expérience client. Mais à Edmonton, ce n'est pas le cas du tout. Et on a l'impression qu'on est très, très près de la glace. C'est ce qui crée une ambiance de fou aussi. L'ambiance, on y reviendra un petit peu plus tard également. Mais au nombre de millions de dollars qu'on a mis là-dedans, c'est certain que ça devait d'être bien bâti aussi. Puis c'est ce qu'on souhaite dans les rénovations de plusieurs autres arénas de la Ligue aussi. 483,5 millions total en 2016 qui ont été investis pour construire ça. Là, ça s'est fait dans ce qu'on appelle des PPP, les partenariats publics-privés. Alors, bien sûr, le club en a mis, mais différents paliers de gouvernement également. Et vous allez entendre Kevin Lowe tantôt qui va parler. Lui, il a joué dans l'ancienne Arena, hein? Tout comme Georges d'ailleurs. Et de ce passage-là, des fois, est-ce que ça change l'ambiance? Est-ce que, et vous allez entendre sa réponse qui est très intéressante. Mais d'ailleurs, parlant de Georges, on va y aller tout de suite parler au beau Georges de ses meilleurs souvenirs, autant dans le nouveau building, celui dont on est en train de parler présentement, le Rogers Place, mais également lui qui a joué au Rexall Place avant. Donc, il peut nous en raconter pas mal. On va aller le voir tout de suite. Les Visiteurs, le podcast. J'ai eu la chance d'être invité à Edmonton au Rogers Place par mon bon ami Georges Laraque. Puis ce qui était vraiment cool, c'est que c'était dans le cadre de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs, et c'était le Black Remembrance Night. Alors Georges a été présenté au centre de la glace ce soir-là, avec 2 coéquipiers aussi qui ont joué avec lui, parce qu'il faut savoir, c'est que l'édition 2000-2001, ça a été une édition record parce qu'il y avait 5 joueurs des communautés noires qui jouaient dans cette équipe-là. Et bien sûr, notre Georges national en fait partie. Puis là, on est là pour parler de ses meilleurs souvenirs, de comment il a vécu ça à Edmonton en étant là-bas. On sait que Georges, c'est une légende à Edmonton. Puis on peut pas, là, c'est pas lui qui le dit, c'est moi, là. On peut pas comprendre la popularité de Georges à Edmonton sans l'avoir vécu, sans avoir été là. Je vous le dis, Georges devait faire des séances de photos avec ses 2 coéquipiers qui étaient là. C'était Sean Brown et Joaquin Gage qui était là. Merci, Georges, qui va entrer dans la conversation dans quelques instants. Et le nombre de fois que les gens passaient simplement pour rentrer dans l'aréna, là, j'entendais « Holy wow! It's Georges Laraque! » Puis là, les gens s'en allaient se mettre dans le fil. Il y a même la PR des Oilers qui était avec moi puis qui jasait, puis elle m'a dit « Dis jamais ça à Georges, là. Dis pas que je te l'ai dit. Mais he's kind of a very big deal here, and we're so happy to have him here. » Moi, je suis content de l'avoir dans l'épisode pour la première fois. C'est pas la première fois qu'il va venir sur les visiteurs, d'ailleurs. Comment ça va, mon Georges? Quand je suis avec toi, Big, ça va toujours bien. Ah, ben moi aussi, c'est la même chose, tu le sais. Georges, merci de m'avoir amené à Edmonton avec toi. Tellement content d'avoir vu l'aréna là-bas. C'est un aréna qui est neuf. On l'a dit, je l'ai dit au début de l'épisode aussi. Le plus gros jumbotron de la Ligue. C'est state of the art. Autant le design extérieur qu'intérieur, en plein milieu du centre-ville. Tu penses quoi au niveau le design de ce nouvel aréna-là? Toi qui les as toutes faites dans la Ligue nationale ou presque, là? Mais c'est sûr que le Northland Coliseum qui est devenu le Rexall, ça devenait vieux. C'était vieux. Le son, par exemple, il était incroyable. Parce que comment que le son était fait, comment que c'était renfermé, dans les séries, c'est Edmonton qui avait enregistré le son le plus élevé dans les séries parce que, écoute, ça shakeait dans la chambre, là, tellement que c'était comme comment que c'était construit. Là, Rogers, c'est plus ouvert dans les séries. C'est pas aussi fort que c'était dans le temps, juste à cause de la façon que la configuration elle est faite. Mais tu sais, avec un hôtel connecté, puis les équipes peuvent rester à l'hôtel au Marriott, puis ils marchent par-dessus. Tu sais, il y a un overpass pour aller directement à l'aréna. Exact. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, il y a une patinoire dehors l'hiver qui est connectée là. Les fans peuvent patiner là n'importe quand. Comment que c'est construit là maintenant? C'est incroyable. Là. C'est une des plus belles arénas dans la Ligue. Puis c'est vraiment beau. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça jouer là. J'aurais aimé ça. Mais je suis trop vieux. Trop vieux, trop mal dans le dos. Comme dit Ben Roger, papa est plus capable. Oui, exact. Mais moi, je dirais jamais que je suis plus capable, par exemple.
Non, ça, c'est sûr. Tu le diras pas. Tu le diras pas. Honnêtement, j'ai capoté sur l'aréna là-bas. Tu sais, juste quand on est allé proche du vestiaire, puis c'est là que j'ai fait le vidéo de Marcus et Milena, tes enfants, avec le tableau où est-ce que c'était inscrit le Black Remembrance Month, l'espèce de restaurant VIP qu'il y a directement à côté du vestiaire. Alors, les joueurs sortent du vestiaire, puis tu peux les voir sortir sur la glace directement quand tu es assis dans le restaurant à chaque période, puis revenir aussi après. C'était vraiment, vraiment impressionnant, le design. Les gens là-bas sont tellement gentils, j'ai trouvé. Il y a des gens qui m'ont arrêté parce que, bien sûr, j'avais mon chandail de Georges. Vous l'avez vu, ses photos, ses médias sociaux. Et un chandail que j'ai aussi. Il dit « Hey, va le voir, là, va le faire signer. Là, manque pas ta chance, il est là. » Je dis « Merci, c'est vrai, je suis un peu gêné. » Puis je jouais le jeu comme ça. Il n'y a personne qui savait qu'on était là ensemble. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Ça a-tu toujours été une belle expérience comme ça pour toi à Edmonton, dès ton arrivée, pour toute ta carrière? Ouais, j'ai été repêché par moi en 95. Puis je m'en souviens, quand j'étais repêché, c'était à Edmonton. Puis tous les choix des Oilers se faisaient applaudir par la foule. Fait que, tu sais, puis en plus, tu parles d'un endroit multiculturel. Il y a des gens de plusieurs communautés qui sont là-bas. Grand Fjord, qui a gagné des coupes là-bas, un gars de minorité qui était là-bas aussi. Fait que, puis il y a les Eskimos qui étaient là dans le temps quand j'ai commencé. Fait que les gens là-bas étaient habitués de voir des personnes de couleur performer dans le sport. Fait que j'ai jamais vécu de racisme à Edmonton. J'ai toujours une histoire d'amour avec la ville à un point. Puis j'aurais jamais pensé que j'allais faire ça un jour, mais quand j'ai commencé ma première année à Edmonton, l'été, je revenais à Montréal. Ouais. Mais je suis tombé tellement en amour avec la ville que j'ai vendu ma maison à Montréal puis je ne retournais plus. Je restais à Edmonton à l'année longue. Puis quand mes amis venaient me voir à Edmonton l'hiver, ils étaient là, Caroline, il fait moins 50, il fait super fret. Ça, le froid, ça te dérange pas, par exemple? Ouais, moi, ça me dérange pas. Mais mes amis qui venaient, tu sais, j'ai drop au centre d'achat. Quand t'as passé une journée au centre d'achat, West Edmonton Mall, là, le lendemain, tu fais quoi? Tu retournes ça encore, tu sais? Centre d'achat, tu le fais une fois après, mais tu sais, il n'y a pas autant d'affaires à faire qu'à Montréal. Mais c'est juste que la communauté vive là-bas, tellement les gens sont gentils, les fans, c'était tellement le fun que pour moi, c'était comme... J'avais comme adopté cette ville-là, puis je restais dans l'année longue, puis l'été, je faisais juste des œuvres caritatives, puis c'est là qu'il y a vraiment Edmonton que j'ai vraiment commencé à faire des œuvres caritatives parce que ils m'ont donné une personne qui était assignée à moi pour faire ma cédule à chaque semaine des œuvres caritatives que je faisais, puis j'en faisais 3-4 fois par semaine. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans la communauté quand j'ai joué à Edmonton. Puis même une des affaires que je faisais, puis les gens en parlent encore aujourd'hui, c'est que 3-4 fois par semaine, par-dessus les œuvres caritatives que je faisais, j'allais manger chez des fans qui m'invitaient. Dans mon site web, les gens pouvaient m'inviter à souper, puis j'allais chez eux. Ben oui, j'allais manger chez les gens là, 3 fois par semaine. J'avais aucune idée où j'allais. Puis à un moment donné, là, ils ont dit t'as pas peur qu'à un moment donné, quelqu'un soit mal intentionné? Fait que là, j'amenais quelqu'un avec moi, un ami avec moi. Je dis viens-t'en, ça va super à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Puis, tu sais, il y a tellement d'histoires de même que les gens comptent encore aujourd'hui que c'est pour ça que, tu sais, j'allais au-delà de juste être un athlète. Tu sais, j'étais vraiment impliqué tellement. Puis j'ai tellement aimé faire ça que toutes les équipes avec lesquelles j'ai joué après, Pittsburgh, Phoenix, même Montréal. Montréal, c'est Geneviève Paquette. J'étais arrivé à Montréal, j'ai été rencontrer Geneviève Paquette, j'étais dans son bureau. Bon, c'est toi qui s'occupe de ma cédule d'œuvres caritatives à chaque semaine. J'avais une cédule pleine, en plus des pratiques qu'on a tous les jours au hockey, cédule d'œuvres caritatives que je fais avec le Canadien de Montréal. Je voulais en faire le plus possible. Tu détonnais beaucoup aussi quand tu es arrivé avec le Canadien, non seulement les œuvres caritatives, mais on se souvient ton arrivée à Montréal, notamment, c'est documenté ici. Dans les médias sportifs, tu as fait quelque chose qui n'était jamais arrivé, je pense, dans l'histoire, puis qui n'arrivera plus jamais. Je pense que le Canadien s'en est assuré après. T'as appelé dans une ligne ouverte quand on parlait de toi pour te critiquer. Ouais, t'avais appelé Jean-Charles à ce moment-là. Non, fait que tu détonnais beaucoup quand t'es arrivé. Fait que, tu sais, d'une organisation à l'autre, puis d'un marché à l'autre, c'est pas les mêmes règles ou les mêmes standards, si on veut, parce que, tu sais, j'imagine qu'à Phoenix... je sais même pas s'il y a des lignes ouvertes à Phoenix pour parler des Coyotes. Mais l'affaire, Greg, c'est que moi, un peu comme Ronick, j'ai toujours un franc-parler. Ouais. Moi, la cassette de quand tu fais une entrevue, puis, tu sais, genre, t'as pas joué, puis, m'a travaillé fort dans un coin, je respecte la décision du coach. Arrête de dire des niaiseries. Quand tu joues pas, t'es en tabarnane, là. Je veux dire, pour te rendre dans une nationale, là, il a fallu que tu battes des milliers de joueurs pour prendre ta place. Quand tu joues pas, t'es en crime. Pourquoi tu dis pas la vérité quand tu fais une entrevue? Fait que c'est pour ça que quand je suis arrivé à Montréal, puis moi, j'ai toujours un franc-parler, je me suis à un moment donné,
on faisait une rotation à 4 joueurs sur le 4e trio. Puis les médias m'ont demandé qu'est-ce que tu penses de ça. J'ai dit, si j'avais su que j'allais donner une rotation à 4 joueurs, j'aurais jamais signé ça. Ça, c'est première page, là, à Montréal. Là. C'est la pire affaire que tu peux dire. Puis là, les attachés de presse qui étaient à côté de moi, puis qui shakaient leur tête, ils disaient, oh non, qu'est-ce que genre je fais là? Ben moi, j'ai donné du jus aux médias à tous les jours. Ils savaient quand ils allaient me voir. Les médias arrivaient et qu'ils allaient te voir, les pilleurs avaient les mains moites. Ben ouais. Puis moi, je disais ce que je pensais, je disais les vraies choses. Au moins, je donnais pas la cassette parce que 90% des entrevues que vous entendez quand on parle à des joueurs qui parlent aux médias, là, ils parlent de façon politique. Ils disent ce que vous voulez entendre ou pas se mettre dans le trouble. Fin d'entrevue, soit real, soit vrai. Puis les médias à Edmonton, c'est comment? Il n'y a rien qui est comme à Montréal, c'est sûr. Les médias à Montréal, à Edmonton, pareil, il y en a quand même beaucoup parce que c'est une ville canadienne quand même. Ouais. Fait qu'il y en a beaucoup. Il y avait un média francophone seulement, de Radio-Canada. Puis c'était rare. Là. Dans les séries, il y avait le RDS. Ils pouvaient venir quand on était dans les séries, puis ça, là, je les voyais. Mais sinon, c'était plus anglophone. Mais non, il était le fun. Puis oublie pas que moi, en plus, mon rôle était différent des autres joueurs. J'ai été reconnu assez rapidement comme un des meilleurs de la ligue dans ce que je faisais, sinon le meilleur. Quand tu es le meilleur dans une catégorie, j'ai pas la pression de scorer comme d'autres joueurs. Tu comprends? Fait que c'est pas pareil. Fait que c'était facile parce que j'étais un des joueurs les plus populaires à chaque année. J'étais un des gars qui gagnait les causes caritatives, le joueur communautaire à chaque année. Puis avec le travail que je faisais, j'avais pas vraiment de critique. Parce que j'étais un des meilleurs. Fait que c'est pour ça que en plus de tout ça, moi, les médias, ça me dérangeait pas. Je m'amusais avec eux parce que j'avais pas de problème avec le travail que je faisais. Tout allait super bien. Toute ma carrière, quand je regarde ça, à part à Montréal, quand j'ai commencé à avoir mes hernies discales, là, ça a été différent. Mais sinon, toute ma carrière, j'étais en santé puis j'étais tellement respecté que je me suis jamais fait acheter avec les médias. Puis j'ai toujours utilisé la plateforme des médias pour préparer mon après-carrière. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Les médias te donnent une plateforme pour te préparer, pour quand tu arrêtes de jouer, pour avoir des opportunités. Puis ça, je l'ai toujours super bien fait. Puis, dans ce marché-là, on parle souvent que les joueurs autonomes aiment mieux aller jouer dans des endroits. Je me suis promené pour les visiteurs à LA, à Anaheim. Je veux dire, le concept puis le fameux cliché de dire tu sors de l'aréna, tu es en gogoune, il y a des palmiers, il fait 30 degrés, puis c'est comme ça à l'année longue. C'est certain. Puis il y a un engouement pour le hockey là-bas. C'est pas plate d'aller jouer dans le sud de la Californie non plus. Dirais-tu qu'Edmonton fait un peu exception à ça avec l'historique de la franchise qui est là-bas, avec McDavid qui est là présentement, Léon Draisaitl aussi? Écoute, Greg, les villes canadiennes, déjà, il y a une coche par-dessus les villes américaines. Quand tu es au Canada, le hockey, c'est notre sport national. Ouais. Pour vrai, c'est la crosse dans notre histoire. Ouais, effectivement. Mais le hockey a pris le dessus comme est plus populaire. Donc, jouer pour une équipe canadienne, tu le vois qu'avavec les fans et tout, l'attention, elle est plus là. Si on va faire une comparaison comme genre à Phoenix, tu parles de jouer dans un environnement qui fait chaud et tout est beau. J'ai joué à Edmonton tellement longtemps, quand j'ai été à Phoenix par après, oublie ça, là, je vais m'ouvrir les veines, là. T'entendais rien d'un stand, il n'y avait personne d'un stand, c'était vide, c'était plate, il n'y avait pas d'atmosphère, les joueurs, les fans ne connaissaient pas leur équipe. À un moment donné, on a fait une visite d'hôpital, puis ils demandaient aux enfants, est-ce que tu vas voir les joueurs? Puis les enfants disaient non. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'on était. Ils se demandaient pourquoi on avait des chandails. Ils ne connaissaient même pas leur équipe. Ah non. C'était à Phoenix, ça. Puis moi qui étais à Edmonton, que les gens peintent ça leur face, puis ils gueulent, puis c'est des vrais fans. Ah non, les drapeaux, fous. là, j'ai vu ça, sont intenses. Fait que tu parles de Edmonton, Phoenix, dans cet environnement-là. Il y a des gars qui aiment un environnement où tu n'as aucune pression, qu'il y a un petit paragraphe après un match. Phoenix, c'était ça, là. Il y a un petit paragraphe, puis that's it. Ils parlaient même pas de hockey. Mais le football était gros là-bas. C'est pour ça que j'ai demandé d'être échangé, j'étais à Pittsburgh après, parce que moi, j'aime les marchés de hockey. Les marchés que les fans sont passionnés. Puis une des grosses raisons pour laquelle, Greg, je me battais. Quand tu te bats, là, puis il n'y a pas d'atmosphère d'instant, puis il n'y a personne, c'est pas aussi motivant. Moi, quand je me bats, la foule, il faut qu'elle se lève, il faut que ça donne l'énergie au banc. J'imagine le rush d'adrénaline que juste quand ils t'ont présenté au centre de la glace, la façon que la foule s'est levée, je veux dire, oui, ça applaudit pour Gage, ça applaudit pour Brown, puis quand ils ont juste tourné la caméra vers toi, la réponse des fans a été complètement folle. Ouais. Fait que j'imagine même pas quand t'es sur la glace, puis déjà là que ça se lève quand les mitaines tombent, quand c'était les tiennes, ça devait être vraiment spécial. Ah non, c'était, Greg, l'énergie que ça faisait. C'est pour ça que les coachs adverses détestaient quand les hommes forts se battaient avec moi à Edmonton.
parce que la foule était tellement en délire, ça donnait une énergie au banc qui était fou. Puis l'histoire d'amour avec eux, c'est tellement hot. À chaque année des séries, ils m'invitent des séries, puis ils me présentent à la foule pour booster la foule. À chaque année, je le fais, là. Ouais. Puis il y en a plein de joueurs dans l'histoire qui pourraient venir le faire. Mais je sais pas, la façon que je suis aussi, tu sais, je vais embarquer, je vais gueuler, je vais dire « let's go ». Puis là, le C'est monde dans ta capote. personnalité aussi. Oh, tu sais, je veux dire, je vois mal quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, Smith, ton capitaine qui était là longtemps, je vois mal le faire lever une foule. Tu sais, Non, il mais, respect à Ryan Smith aussi, mais Smith, peut-être Marc Messier aurait ce type de personnalité-là. Mais... Smith l'a fait, tu sais, la game d'avant que c'est moi qui le faisais, puis il était plus gêné, il fait juste lever la main, mais tu sais, comme ça, il fait juste merci de le bon cri, mais quand je gueule, puis là, je suis comme chaleur, puis je fais Hulk Hogan, tu sais, oublie ça, là. Mais tu sais, je toujours... J'aime ça divertir, j'aime ça faire rire, j'aime ça donner de l'énergie, tu sais, quand la foule... Puis l'autre affaire, quand mes enfants sont là, ça, c'est encore plus spécial, Greg, parce que ils m'ont jamais vu jouer. Ils ont jamais vu... Puis tant mieux, parce que j'aurais jamais voulu qu'ils me voient me battre, mais quand ils voient la foule, comment ils réagissent par rapport à moi, leurs sentiments, qui sont tellement fiers... Il n'y a rien au monde que tu peux payer qui peut donner un feeling comme ça. Tu peux avoir tout l'argent du monde, Greg, mais avoir une foule dans un aréna de la Ligue nationale, quand tes deux enfants jouent au hockey, puis ils regardent leur père, puis la foule réagit de même pour eux autres, puis ils vont à l'école, puis là, tout le monde, toute la semaine, leur parle juste de ça, leur professeur leur parle de ça, le directeur leur parle de ça, le chauffeur d'autobus leur parle de ce moment-là, tout le monde parle de ça, puis eux autres sont comme... Père, j'espère tellement qu'un jour, je vais avoir la même réaction que tu donnes aux fans. Puis je leur dis, oui, vous allez pouvoir le faire. Ben, oui, aller voir aller puis aller les entendre parler de hockey. Tu sais, cette journée-là, on a jasé pas mal ensemble. Marcus s'est rendu mon ami. Ouais, ben oui, ben oui. Milena aussi, mais tu sais, je pense qu'ils ont un beau futur dans le hockey aussi. Mais justement, cette soirée-là, tu sais, présentait au centre de la glace pour, tu sais, tu l'as documenté beaucoup. Le racisme que tu as vécu quand tu étais jeune, quand tu es arrivé dans le hockey, même jusqu'à ton parcours dans la Ligue nationale. Et là, de te faire présenter au centre de la glace, d'avoir tes enfants qui sont là. La vidéo que j'ai fait où est-ce qu'on les voit les deux, puis c'est avec sur le Jumbotron, c'est marqué Black Remembrance Night. Est-ce que c'était... Tu es quelqu'un qui cache bien ses émotions aussi, mais c'était-tu particulièrement émotif pour toi, cette soirée-là, quand même? Je vais te dire que tout ce qui est avec mes enfants, c'est émotif. Parce que mes enfants, tu sais, ils n'étaient pas là en 2000 qu'on était 5 joueurs noirs dans l'équipe. Mais comprendre son histoire, l'historique, par quoi j'ai passé à travers, les obstacles qu'il y avait ces deux-là, mais les deux autres qui étaient avec toi, c'était Anson Carter aussi et Mike Greer. Qui n'était pas là, exactement. Puis, tu sais, mes enfants, ils le savent, les deux gars qui n'étaient pas là, mais c'est important qu'ils connaissent leur histoire puis connaissent par quoi leur père a passé au travers. Mes enfants, heureusement, n'auront jamais passé à travers les mêmes obstacles que j'ai eus de racisme quand j'étais plus jeune. Mais... tu sais, de pouvoir leur faire montrer ça, de leur montrer toutes ces choses-là, c'est tellement important, puis ils posent tellement de questions par rapport à ça, puis ils comprennent l'histoire, puis ils savent c'est qui Willie O'Ree. Moi, à leur âge, je ne savais pas c'était qui Willie O'Ree, là. Ça a pris quelques années innocents avant que je connaisse le nom de Willie O'Ree, puis de savoir c'était le premier noir qui a joué dans la Ligue nationale. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est toujours spécial, puis c'est des moments de même que des amenés à l'aréna, puis qui voient ça, que c'est vraiment super spécial. Puis je vais te dire, Greg, c'était parfait que tu sois là, parce que pendant les différentes séances qu'on faisait cette journée-là, le fait que tu étais là avec eux, ils étaient tellement contents, ils t'aiment énormément aussi. Puis tu étais la meilleure personne qui aurait pu venir pour cette journée-là, pour la journée du Remembrance. Tu étais là à travers ce temps-là, passer ce temps-là avec nous autres. On a travaillé ensemble à la radio pendant 1 an, fait que je te connais tellement bien. Puis j'espère que tu vas venir dans les séries cette année. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça vivre ça aussi en série. Puis, en tout cas, je les adore, tes kids aussi. Fait que j'étais content de. Tu sais, c'est une journée, puis je pouvais sentir que c'est une journée significative. Ça reste des ados. Ils commenceront pas à me parler de leurs émotions, mais c'était quand même une journée significative avec eux autres. Bon, on parlera pas trop longtemps du fait que Marcus a bu dans la bouteille d'eau de Connor McDavid au banc. Ça a marché, il a marqué 4 goals après son prochain match de série. Ça a été fou. Ça a été complètement fou comme match aussi contre les Bruins. Parle-moi justement, genre, je te parlais de la foule qui se lève. On pourrait parler de beaucoup de tes bagarres qui étaient là, mais parlons de tes meilleurs souvenirs sur la glace à Edmonton. T'as vécu à peu près tout puis rien avec eux. Vous êtes allé en finale de la Coupe Stanley. T'as vécu ça dans les séries. Bien sûr, tu t'es battu. T'as fait un tour du chapeau aussi. Ouais.
tes anecdotes favorites, là, tes meilleurs souvenirs que tu as sur la glace à Edmonton? Ben, moi, j'en ai deux. Peut-être trois. Je vais aller en ordre. Marquer dans les séries, c'était malade. Scorer dans les séries contre Dallas, c'était fou, tu sais, avec la foule. Quand je manque des séries, puis je sautais toujours sur la baie vitrée quand je marquais. Ovechkin s'est inspiré de toi. Oui, parce que je suis plus vieux que lui. Je l'ai fait avant lui. Mais moi, je faisais ça à chaque but. C'est pourquoi je faisais ça? Il appelait ça à Edmonton le Larac Leap. Moi, je sautais sur la baie vitrée parce que je savais jamais le prochain but c'était quand. Fait que je me suis dit, moi, le célébrer comme si c'était mon dernier. J'ai quand même fait 13 goals une année, là, mais bref. Le taux de chapeau, ça, c'était magique parce que ce match-là, c'était contre LA, contre T-Kings en plus. Ouais, je sais. Je me bats contre Steve McKenna. Je suis contre Yann Laperrière à chaque chiffre, 4e trio contre 4e trio. D'ailleurs, il y a un but de Yann Laperrière sur mon dos, puis je score. J'ai 2 buts dans ce match-là. Il reste 5 minutes à la game. La foule scande mon nom d'embarquer sur la glace parce qu'il enlève le goaler. Cavano donne une tape dans le dos. Il dit « Georges, il faut qu'on mette l'unité défensive. Je suis désolé. » Puis je comprends. Fait que, met l'unité défensive. Yannick Nima score dans un empty netter. C'est 5-3. Là, je suis comme la game est finie. Il reste 25 secondes. Il met notre ligne sur la glace. J'ai 2 buts. Un combat. Je vais être quand même de la première étoile. Fait que je dis « C'est correct. » La puck est dans le fond de la zone. Puis je sais pas pourquoi. Je reçois une passe. Aki Bird est devant moi. Je fais un spinorama à la Denis Savard. Puis tu peux le voir sur YouTube. Je sais, je l'ai tout Puis vu. je score. Je comprends pas pourquoi j'ai fait un spinorama. J'ai essayé plein de fois de faire des spinoramas, puis je perdais le puck, j'étais pas capable. Quand on pense des fois que les étoiles, quand ils sont alignés, je fais un spinorama, back-end, je patine au banc plus vite que McDavid. Je capote. Puis là, ils disent « Do you smell what the rock is cooking » quand ils présentent mon but, tout. La foule est en délire. Greg, ça, là, ce moment-là, là, c'était tellement fou parce que après le match, j'ai fait des entrevues. J'avais mon stock 1 heure sur le dos encore. Je faisais des entrevues avec tout le monde. Wayne Gretzky a appelé dans la chambre pour me parler, pour dire qu'il m'en manque 49 pour battre son record de taux de chapeau. Les stations de télé, de radio sont allées dans le parking pour faire signer les fans pour me dire « Félicitations, ton taux de chapeau ». Fait que je l'ai encore, c'était Power 92 dans le temps, puis des fans qui signent « Félicitations, ton taux de chapeau ». Ils sont allés dans le parking faire signer les fans. Les trois, le puck du taux de chapeau de la rondelle, le trophée à la maison, je l'ai encore. J'en reviens pas d'avoir vécu ça à Edmonton devant des fans. Puis ce qui est drôle, cette anecdote comique, quand ils pichent des casquettes sur la glace, j'avais comme 2 sacs de poubelle pleines de casquettes. Puis normalement, ils donnent ça aux joueurs, puis après ça, tu vas descendre une fondation. Moi, j'avais amené ça chez nous, mis ça dans la garde-robe, j'avais complètement oublié. Une couple d'années plus tard, je déménage, puis là, je vois ces sacs de poubelle-là. Je dis, c'est quoi ça? Je les ouvre. Greg, ça sentait une moufette décomposée. Des milliers de casquettes dans un sac de poubelle scellé, là. Fermé, pas d'air à rien. Après une couple d'années, quand j'ai ouvert ça, je failli tomber sans connaissance. Pour vrai, là, Greg, ça sentait la miouf. C'était épouvantable. Mais tu sais, j'oublierai jamais ce souvenir-là. Puis un des meilleurs souvenirs aussi, c'est que le dernier match au Rexall, OK? Ça, c'est très spécial. Dernier match au Rexall, avant d'aller au Rogers Center, ils ont invité tous les joueurs, 100 anciens joueurs, avec les nouveaux joueurs qui étaient là. Puis, on pouvait parler aux fans. Il y a 5 joueurs qui ont désigné pour parler aux fans. J'ai fait partie de ces 5 joueurs-là. Wow. Pensez, là, dans tous les joueurs. C'est qui les 4 100 autres? joueurs. Te souviens-tu? Marc Messier. Wayne? Oui, Wayne, Marc Messier, moi. Puis je me souviens pas des 2 autres, mais on était 5. Puis j'étais un des 5. Incroyable. Ça te montre quand même, tu sais, quand tu choisis avec la foule, puis qui repose en paix, Dave Semenko. Quand j'ai parlé à la foule, puis Dave Semenko, il est mort quelques semaines après, il avait le cancer, mais on ne le savait pas. C'est fou quand tout arrive pour une raison. Quand j'ai parlé à la foule, puis j'ai su là, comment je parlais, puis je faisais vibrer, puis tout ça, puis j'ai donné l'honneur à Dave Semenko, puis il était là. J'ai dit, Dave, j'ai pris ton numéro 27, puis j'espère que je t'ai fait honneur, tu sais, en prenant ton numéro, puis il était tellement ému que je dise ça, là. Mais la foule était tellement émue, tu sais, j'arrive, puis je dis ça comme ça, puis une couple de semaines après, j'avais une session d'autographe avec Dave Semenko. Je me souviens, j'ai pris une photo avec mes enfants qui étaient assis sur ses genoux, puis une semaine après, il est mort. Parce qu'il avait le cancer, il l'a pas dit à personne, il voulait que personne le prenne en pitié, il voulait que personne le sache. Puis, je l'honore au Rexall, autographe session avec lui, mes enfants sont assis sur lui, pouf, il part. Te dire à quel point que la vie est précieuse, mais en même temps, tout arrive pour une raison, puis peut-être qu'il était ému dans ce temps-là parce qu'il savait déjà qu'il était malade, puis que, tu sais, un des gars super populaires l'honore, puis parle de lui.
quand je remercie les fans de leur support de toutes les années, mais ça, c'est un souvenir aussi, Greg, de reparler aux fans pour une dernière fois dans le Rexall Place que j'oublierai jamais. Ben non, c'est sûr, c'est un aréna qui a valu tellement dans ta carrière. Je veux dire, ça a été l'endroit où est-ce que tu as joué le plus longtemps. Exact. C'est là que tu es une légende. Quand tu es parti, oui, tu es parti, tu as signé dans un autre marché, tu l'as dit, j'étais à Phoenix, mais tu as quand même vécu Pittsburgh, Montréal, qui sont deux méga marchés de hockey aussi. J'ai deux dernières questions pour toi. T'es-tu ennuyé de cette aréna-là en soi? Moi, j'étais allé à Pittsburgh, j'ai aimé l'ambiance. C'était pendant la bataille de la Pennsylvanie en plus. Un match de fou 7-6. Mais j'ai pas trippé sur l'aréna tant que ça. Contrairement, malgré que j'ai pas vu le vieux Rexall Place. Mais, tu sais, j'ai l'impression que Edmonton doit faire partie au niveau ambiance d'un des 5 meilleurs marchés de la Ligue nationale. T'es-tu ennuyé de ça en tant que joueur quand même? Pour moi, c'était le meilleur. Edmonton, c'était le meilleur, puis je voulais pas m'en aller. Je voulais rester là toute ma carrière. Mais Edmonton, dans ce temps-là, avait pas beaucoup de fonds, c'était pas pareil. Puis après l'année de la Coupe Stanley qu'on a perdue contre la Caroline en 7, Pronger, tout le monde est parti. Fait que c'est comme, l'équipe faisait comme un reset. C'est vrai, t'as joué avec Pronger. Oui, parce que puis là, l'équipe a fait comme un reset, puis elle n'a pas fait les séries pendant 10 ans. Fait que moi, j'étais à Phoenix. Wayne m'a appelé d'ailleurs pour me citer. Quand Wayne t'appelle, il dit « Je veux que tu viennes jouer pour moi, tu peux pas dire non. » là. Non. Sauf que c'est sûr que c'était spécial quand il était derrière le banc parce qu'il était juste là pour les games. Il n'y avait pas vraiment de pratique. C'était pas sérieux. On avait une atmosphère de country club, puis on perdait tout le temps. C'était pas... Fait que j'ai demandé d'être échangé au deadline. À Pittsburgh, ce qui était le fun, c'est qu'on avait une équipe pour gagner la coupe. Tu sais, jouer avec Crosby et Malkin, c'était incroyable. Puis, tu sais, on a fait les séries. Tu jouais avec Witt aussi? Oui. Tu as joué avec Witt. Puis, je me souviens, la première année, on a perdu contre Ottawa, première ronde. Puis l'année d'après, on s'est rendu en finale de la Coupe contre Détroit, puis on a perdu. Puis quand je devenais agent libre, je n'oublierai jamais ça. Crosby me dit Georges, reste avec nous autres, je te jure, d'ici 3 heures, gagne la Coupe. Moi, j'écoute ma mère, je signais avec le Canadien de Montréal, parce que ma mère suppliait de signer à Montréal. Puis l'année d'après, les Penguins gagnent la Coupe. Je te l'avais dit, j'étais là, tabarnak. Puis j'ai perdu 2 fois en finale de la Coupe, j'ai jamais gagné, j'ai pas écouté Sidney Crosby. Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Non, mais c'est drôle, tu peux en rire, on peut en rire. C'est drôle de... Puis, même encore aujourd'hui, tu sais, là, tu es avec nous autres à BPM tout le temps, tu as tes compagnies ici, tes enfants sont à Edmonton, mais ta vie est ici. Considères-tu encore Edmonton comme étant ta maison? Ah ben oui, Greg, j'étais là la semaine passée, je vais encore jeudi. Parce que mon gars il est en série, il joue en finale là, en fin de semaine, fait que je vais à chaque mois à Edmonton tout le temps. C'est toujours considéré Edmonton comme ma maison. C'est fou, hein, mais peut-être tu vas me dire que Montréal, c'est une plus grande ville, mais j'ai jamais vécu de discrimination à Edmonton, mais j'en ai vécu à Montréal. Puis, même après avoir joué pour le Canadien, là, aujourd'hui, j'en vis de temps en temps à Montréal. À Edmonton, j'en ai jamais vécu. Puis, tu sais, OK, il y a 5 millions de personnes qui vivent à Montréal versus 1 million à Edmonton, fait que c'est plus grand ici. Mais c'est comme, ici, il y a comme... Les gens t'attaquent souvent ici. Les gens à Montréal, souvent, vont attaquer quelqu'un qui a du succès parce qu'on est jaloux. Edmonton, on est content pour les gens qui ont du succès. On est derrière eux, on les supporte. C'est comme une mentalité qui est complètement différente. La mentalité albertaine est différente. Là. Complètement différent. Puis, tu sais, je veux dire, l'économie aussi là-bas est différente. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes là-bas ou quoi que ce soit. Puis c'est pour ça que quand tu apprends puis tu vis là-bas, tu vois là que la mentalité qui est complètement différente que la mentalité de plusieurs personnes qui sont ici. J'en ai une dernière qui va changer le ton, mais ça vient de m'arriver puis je dois absolument te poser la question. Tu peux me poser le nombre de questions que tu veux. C'est important des rivalités. Oui, je sais, mais je suis limité à 1 heure. Quand on parle des rivalités, la bataille de l'Alberta, c'est important. Ouais. Ici, il y avait Québec, Montréal, mais là, c'est plutôt Montréal-Boston. Je pense que c'est la plus grosse rivalité qu'on a. Tu as la bataille du sud de la Californie, ça brasse beaucoup en télé. Donc, toi, tu as vécu la bataille de la Pennsylvanie, tu as vécu Montréal-Boston en série aussi. Ouais. Tu as vécu... Est-ce que tu classes comme étant la bataille de l'Alberta, le Calgary contre Edmonton, comme étant la plus grosse rivalité que tu as vue? Oui, de loin. Ah oui, hein? Oui, Greg, dans mon temps, en plus, les rivalités, ça se battait. Là. Ça se battait. Pennsylvanie, ça se battait aussi, mais c'est juste que Calgary, Edmonton, c'était tellement proche. Il y avait des fans des deux côtés. Des fois, ça se battait d'un stand. Les gens arrivaient plus tôt avant les games parce qu'ils savaient que ça allait se battre. Calgary avait toujours des hommes forts parce que j'étais là. Fait que je me suis mesuré à Christophe Oliwa, Todd Simpson, Chris Simon.
Ils me les ont tous amenés, les hommes forts à Calgary, que je devais me mesurer à eux. C'était fou. Là. C'était les années que non-stop. t'étais là, Montréal, Boston, là, c'était intense. Le Lucic, là, je me souviens, le Ouais, fameux match que tu courais après, mais la différence, ça se c'est battait que pas. Montréal-Boston, à Boston, le monde avait la chienne. Chara, quand j'étais là, faisait rien. Lucic faisait rien. Il était silencieux. Ouais, il avait blessé Commissariat, le match n'était pas là. Puis moi, je veux dire, non, mais il n'y avait pas de coup vicieux, il n'y avait rien. C'est quand je suis parti, quand j'ai été libéré, que Chara il a ramassé Pacioretty. Il n'aurait jamais fait ça quand je jouais. Fait il n'y a pas d'amnosité comme ça. Mais bataille de l'Alberta, Calgary Oilers, les Flames n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils se pognent. T'sais, il fallait qu'on se batte. Puis, vu que j'étais reconnu comme un des meilleurs de la Ligue, écoute, moi, je les ai tous vus, les hommes forts. Là. Brent Myers, ils me les ont tous amenés. Je me suis mesuré à tout le monde. Là. Je me battais tout le temps. Contre Calgary, il y avait toujours quelqu'un qu'il fallait que je me batte avec. Puis c'était correct, j'avais pas de problème. Mais j'étais comme, non, il n'y a personne de Calgary. Il n'y a personne de Calgary qui va me détrôner. Attends, Merci, j'ai une Georges. centaine de minutes. Téléphone sonne. Non, mais il faut que je te laisse, là. Excuse-moi, vas-y. On a une autre entrevue. Merci, Georges. Merci d'avoir partagé tes Les meilleurs souvenirs. visiteurs, le podcast. Quel plaisir d'écouter Georges parler d'Edmonton, la passion qu'il a là. Moi, je suis surpris, encore une fois, de voir que pour lui, sa maison, il se sent plus à la maison à Edmonton qu'ici même à Montréal. Puis on le comprend un petit peu. Puis là, je vais faire un lien avec l'ambiance qu'on a là-bas au Rogers Place, l'accueil qu'on a eu. Extraordinaire. Que ce soit l'organisation des Oilers en tant que tel ou même les fans qui étaient là. Le respect des fans, la bonne humeur, la bonhomie dans l'aréna en tant que tel. Puis tout ça, ça s'est transposé aussi dans l'ambiance qu'on y a vue dans les estrades. Dès la cérémonie où est-ce qu'on a présenté Georges au milieu de la glace, il y avait énormément de bruit. À l'hymne national aussi. On embarque dans les activations. Tu sais, des fois, tu arrives dans un aréna, puis tu as des activations avec le staff qui est en place, qui sont là pour mettre l'ambiance, des animateurs, animatrices de foule. Le personnel des Oilers qu'on a mis en place font un travail exceptionnel. Ils sont très, très bons dans ce qu'ils et elles font. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Et l'ambiance n'a pas vraiment baissé dans le match. Donc, on sait que c'est des fans de hockey qui connaissent leur hockey aussi. Ça, c'était très, très important aussi. J'ai adoré mon expérience là-bas, encore une fois, je peux vous le dire. Puis, une note quand on note l'ambiance, parce que là, on est à l'épisode numéro 3, on est à Edmonton. Il y a des endroits qu'on va devoir noter. Tu sais, je vous donne un exemple. Si on s'en va dans un stade de balle ou dans une aréna de hockey, c'est pas plein et qu'on sent que les fans sont très engagés, il faut mettre ça en considération que si on va dans un autre endroit en séries éliminatoires où est-ce que c'est bien plein. Tu sais, aussi, je vais donner une note très élevée à l'ambiance à Edmonton parce que, comme je vous l'ai démontré dans les dernières minutes, l'organisation fait tout un travail pour mettre de l'ambiance dans le building aussi. Et même quand on entre, je vous en ai parlé tantôt, quand on a parlé du design, tu as un band à l'entrée qui est déjà en train de mettre les gens dans l'ambiance. Les gens sourient, ça se salue, on se peinture la face, on se déguise, j'en ai vu tout plein. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup partout dans les arénas non plus de la Ligue nationale. On va voir ça au football, on va le voir au baseball également. Mais de le voir dans les arénas de la Ligue nationale, un petit peu moins. Tu sais, on a peut-être un ou deux dans certaines arénas, j'en ai vu plusieurs. Et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi d'avoir des fans engagés. Et c'était tellement fort d'entendre les fans dans ce match-là. Même quand on perdait, moi, je suis allé un soir de semaine, c'était contre les Bruins de Boston. Et ça a été très, très bruyant. On se met derrière notre équipe, même quand on tire de l'arrière. Ce n'est pas une foule qui abandonne rapidement non plus. Alors, je vais y aller avec une note très élevée
4,5 sur 5. Non, 4,7 sur 5 pour l'ambiance à Edmonton. C'est assurément une des meilleures ambiances qu'on va avoir dans la Ligue nationale qui, moi, à date, dans la Ligue nationale, je la classe deuxième dans toutes celles que... Non. Mais encore là, tu arrives au Centre Bell aujourd'hui, tu vas voir un match, le Canadien perd 3-0 en milieu de deuxième. Là. L'ambiance que tu vas avoir d'ici la fin du match ne sera pas la plus exceptionnelle non plus. T'sais. Et je suis pas mal certain qu'à Edmonton, on n'abandonne pas. Mais tu sais, encore une fois, est-ce que tu juges l'ambiance du Centre Bell sur ce match-là en milieu de semaine quand tu perds 3-0 ou tu le juges quand tu es en séries éliminatoires, match numéro 7, que tu l'emportes ou encore dans le fameux match où est-ce que j'ai eu la chance d'être là, le fameux 5-0-6-5 contre les Rangers de New York en février 2008. T'sais. Alors, le Centre Bell a toute une ambiance aussi, mais restez, je ne veux pas dire rester à l'affût, je déteste cette phrase-là, mais soyez là pour les prochains épisodes pour voir, pour moi, la meilleure ambiance dans toute la Ligue nationale que j'ai vue, c'est à quel endroit. Mais Edmonton est très, très, très élevé dans cette catégorie-là. Ça, c'est complètement certain. Mais si je peux ajouter aussi, on ne nous a pas passé le fameux « Wouh » de Ric Flair, qu'on met beaucoup trop. Je pense qu'il doit y avoir 13 barns de la Ligue nationale qui utilisent Ric Flair. Soyons originaux à un moment donné, ou soyons innovants un petit peu plus. On veut peut-être avoir un peu plus de ça quand on va voir un match. Moi, quand je commence à me promener et que je vois qu'on utilise « Wouh » à chaque fois qu'il y a une pénalité ou un but. T'sais. Au New Jersey, j'ai adoré ça, par exemple. En Caroline, je peux comprendre. Texas, peut-être. Mais, tu sais, Toronto, ça va être correct. Et que dire de lorsqu'on marque un but à Edmonton et la fameuse chanson de but que vous avez entendue en ondes ici dans l'arrêt Gonzalez tellement plein de fois. Oh, 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 oh! Ça, c'était mon interprétation un petit peu poche. Mais tout ça pour vous dire, il y a toute une ambiance au Rogers Place. Les Visiteurs, le podcast. Maintenant, là, on a su où l'aréna était. On s'est rendu, on l'a regardé, on l'a évalué, design intérieur-extérieur, l'ambiance et une autre des portions qui est très, très importante, à mon avis, c'est de l'expérience client. Vous le savez, c'est ce qu'on mange et ce qu'on boit. Je ne connais pas grand monde, moi, qui s'en va voir un match de hockey ou une soirée de sport ou quoi que ce soit et qui n'essaye pas la bouffe et qui ne se prennent pas un petit breuvage, qu'il soit houblonné ou non, alcoolisé ou non. Hein? Vous lisez entre les lignes. Le Rogers Place fait un effort intéressant tout en restant... On a des... Comment je peux vous dire ça? On a des chaînes qui servent de la bouffe au Rogers Place, des chaînes locales aussi. Par exemple, Pizza 73, c'est à Edmonton. C'est ce qu'on sert. Très bonne pizza, elle est sur place. En même temps, je veux dire, on s'entend qu'on n'est pas dans de la pizza four à bois, qu'on choisit directement tout ce qu'on veut faire. Puis ça, c'est tout à fait normal. On en a vu des meilleures pizzas aussi, là, même à l'œil et dans d'autres marchés aux États-Unis. Je trouve ça intéressant qu'on ait ça à Edmonton. Les concessions qu'on voit, que ce soit sur différents niveaux, sont à peu près toutes les mêmes. Et moi, j'ai eu la chance d'essayer, je vous le dis. J'essaie toujours au moins un item lorsque je m'en vais dans différents arénas. Vous pouvez voir ça d'ailleurs, suivez ça sur notre Instagram, tout ce qu'on appelle les fameux food reviews, les hot dogs, ce qu'on essaye, le mets que je décide de tester pour vous pour savoir la qualité de la bouffe de l'endroit. Enfin bref, je sais qu'il y a un item que j'aurais beaucoup aimé essayer qui est au Butcher's Cut, qui est dans les sections 100, donc en bas, là, c'est l'étage principal de l'aréna, là où on entre. Il y a le Donair Jumbo Footlong Hot Dog. Donc, un long hot dog jumbo, bonne grosse saucisse au Donair. Ça a l'air très intéressant. Il y a la fameuse assiette barbecue aussi. Ça me parle pas mal, tu sais. Quand tu parles de barbecue, là, tu tombes dans mes cordes beaucoup. Mais j'ai finalement essayé les fameux filets de poulet, là, comme au Saint-Hubert. Là. Mais des vrais bons. Honnêtement, dans un aréna, c'est les meilleurs que j'ai mangés de ma vie.
Je vous le dis. Même que Georges, je pense que j'aurais pu le convaincre d'en manger lui-même. On avait une bonne qualité de nourriture là-bas. Mais au niveau du choix, je trouve que le bas blesse un peu. J'aurais aimé ça peut-être voir plus de choix ou un meilleur highlight d'avoir une meilleure saveur locale. Par exemple, on ne peut pas trouver de bière de microbrasserie locale au Rogers Place. Je n'ai pas senti qu'on avait une saveur locale non plus dans la bouffe qu'on nous servait ou qu'on nous offrait sur place. Et j'aurais peut-être aimé ça, sentir ça également. C'est un petit peu malheureux, mais pour moi, ça vient couper l'expérience. Contrairement à d'autres endroits dans la Ligue nationale de hockey où est-ce qu'on peut sentir ça un peu plus. Et encore une fois, dans les arénas canadiennes, on le sent un peu plus, ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous me répondrez dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur les médias sociaux ou autres, ou encore une fois, écrivez-moi. Mais je trouve ça dommage de le sentir comme ça dans les arénas canadiennes, que ce soit à Montréal, que j'ai fait Montréal, Toronto, Vancouver, Edmonton ou Ottawa. M'en manque 2. Mais enfin, bref, ça a été ça. Alors, je vais donner une note de 3,5 sur 5 pour la nourriture au Rogers Place. Je pense que vous pouvez trouver de la bouffe de qualité qui est là, mais je dois tout mettre ensemble. Donc, est-ce qu'on nous offre de la variété, que ce soit des breuvages non alcoolisés, quand même à saveur locale, des options intéressantes qui diffèrent de ce qu'on voit habituellement, donc de l'eau pétillante ou quoi que ce soit. Au niveau des bières, est-ce qu'on peut nous offrir des bières locales de microbrasserie? Non, malheureusement, il n'y en a pas au Rogers Place. Et est-ce que je peux sentir une saveur locale ou quand même diversifiée de ce qu'on peut nous offrir dans l'aréna en tant que tel? Je ne l'ai pas senti, mais on nous sent quand même de la nourriture de qualité intéressante. Alors, 3,5 sur 5 pour l'expérience bouffe au Rogers Place d'Edmonton. En même temps, oui, et là, je voulais vous donner, je profite de ce 3e épisode pour vous donner une mise à jour là-dessus. Oui, je donne des notes qui sont le plus objectives possible sur ce que moi j'ai vécu comme expérience, puis pouvoir vous faire un classement à la fin de cette première saison. On va l'ajouter saison 2, on va mettre ça ensemble. S'il y a des arénas qui sont renouvelés, il va falloir que j'aille dans l'État de Utah. L'État de Utah. Je ne sais pas comment on dit ça, mais bref, que j'aille faire un tour dans ce coin-là pour aller voir cette nouvelle équipe, pour vous documenter tout ça. Mais bref, il y a ces notes-là qui sont objectives, mais il y a aussi les appréciations personnelles. Il y a peut-être des endroits qui sont très... Et là, je vous donne un exemple d'un endroit qu'on n'a pas fait et qu'on ne fera pas dans la saison 1. Le Guaranteed Rate Field des White Sox de Chicago. C'est un endroit qui est noté comme étant un des pires parcs de balles, un des pires shacks de la Ligue de baseball majeure, la MLB. Mais moi, j'adore ça, aller là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mieux aimé mon expérience là qu'au Wrigley Field, par exemple. T'sais. Si vous êtes allé, encore une fois, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Mais demandez-moi pas pourquoi, mais les fois que je suis allé, j'ai adoré ça. Donc, il y a une appréciation personnelle qui va rentrer aussi là-dedans. Alors, les notes, oui, sont objectives. Il y a peut-être des endroits que je n'ai pas trippé pantoute puis qui vont se ramasser très, très haut dans la liste. Enfin, bref, je trouvais ça intéressant de vous mettre cette mise à jour-là. Et si vous êtes d'accord ou non avec moi, je vous invite encore une fois à participer à la discussion. Maintenant, on a un deuxième invité qui est d'une importance capitale dans cet épisode-là. Je vous présente ça tout de suite. C'est l'entretien que j'ai pu réaliser avec M. Lowe, Kevin Lowe. Et tout de suite après, on revient avec l'appréciation finale, la note finale, c'est-à-dire du Rogers Place. Et bien sûr, le plus important pour vous autres, j'imagine, les prix. Les visiteurs, le podcast. J'ai rencontré Kevin Lowe. J'ai eu la chance de le rencontrer l'an dernier lors de son tournoi de golf qui se tenait juste ici à la Chute. C'était la classique Hartley Pagé-Lowe. Et dans l'ordre ou dans le désordre, le met 3 grands hommes du monde du hockey. Et Kevin Lowe, qui a eu une grande classe, est venu s'asseoir avec moi, faisant à peu près 35 degrés dehors au tournoi de golf. On a parlé ensemble de ses souvenirs, de voir des jeunes jouer dans la Ligue nationale. Et lorsque j'ai eu l'idée de faire cet épisode-là, d'aller à Edmonton, je me suis dit, je dois absolument revoir M. Lowe sur le podcast. L'an dernier, lorsque je l'ai passé en entrevue, je compte une petite anecdote comme ça. Je l'ai appelé M. Lowe tout le long de l'entrevue et il a terminé l'entrevue en me mettant la main devant comme ça en disant « Moi, mon nom, c'est Kevin. Merci beaucoup. »
Et juste cette phrase-là, de dire qu'un grand du hockey comme ça t'a dit « Arrête de me voyer, arrête de m'appeler monsieur. Moi, mon nom, c'est Kevin. » Ça m'a tellement touché. Puis il y a plusieurs auditeurs qui m'ont d'ailleurs écrit là-dessus. Et j'ai tellement hâte de vous présenter cet entretien-là. Non, Kevin Lowe n'a pas joué dans le Rogers Arena, bien sûr, mais il est toujours dans le jargon, c'est-à-dire dans l'entourage, pardon, des Oilers d'Edmonton. Et je vous présente ça tout de suite, puis je vais réagir en même temps sur cet entretien qu'on a fait il y a tout juste quelques jours. Comme vous le savez, l'organisation des Oilers d'Edmonton a énormément de légendes dans son histoire. On a reçu Georges, qui est une légende à sa façon à Edmonton, mais il y en a beaucoup. Wayne Gretzky est un des premiers et un de ses coéquipiers qui a remporté plusieurs Coupes Stanley, qui était également le mentor et le coéquipier et le patron de Georges. C'est M. Kevin Lowe. Kevin, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. C'est toujours du fun quand je parle au sujet des Oilers, mais aussi mon grand ami Georges. Oui, effectivement. On aura peut-être quelques anecdotes à propos de Georges. Vous avez été co-chambreur pour une très courte période dans votre carrière. Très court, très court. Peut-être que vous allez pouvoir nous raconter pourquoi. Mais d'abord, allons-y. Vous êtes une légende des Oilers. Vous avez occupé plusieurs rôles dans cette organisation-là. Si je vous demandais vos meilleurs souvenirs, est-ce que ça vient de votre époque de joueur, d'entraîneur ou de directeur général des Oilers d'Edmonton? Mais franchement, comme joueur, j'ai beaucoup de bons souvenirs de mes 40 années avec les Oilers. Mais autant que joueur, manquer le premier but pour les Oilers dans l'histoire de l'équipe, aussi disputer le plus grand nombre de matchs de saison régulière et des séries éliminatoires et bien sûr remporter 5 Coupes Stanley. En tant que directeur général, avoir participé au 7e match de la finale de la Coupe Stanley en 2006 était un excellent souvenir aussi. Mais mes meilleurs souvenirs, franchement, c'est comme joueur. J'aimais aussi être entraîneur puis directeur général, mais c'est plus de fun d'être joueur. Oui, c'est certain, être dans l'action et vivre ces moments-là. Et vous avez joué avec des noms qu'on connaît très bien, dont remporté des Coupes Stanley, on l'a dit, avec Wayne Gretzky également. Vous avez nommé des moments très, très importants dans l'histoire de l'équipe. Mais vous, vos meilleurs souvenirs, avez-vous une anecdote? Si je vous dis, M. Lowe, fermez vos yeux, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Oui, une bonne question. Ayant grandi à la Chute en jouant au hockey, aussi au jeu au hockey junior, il était facile d'aimer les Canadiens de Montréal. Toute leur Coupe Stanley et la grande joueur est quelque chose pour un jeune de Québec à quoi aspirer. Nous étions tellement inquiets qu'ils doivent affronter les Canadiens en série des éliminatoires de 1981. Nous avons fini par les battre dans la série et c'était vraiment le début pour nous en tant qu'équipe de croire que nous pourrions peut-être un jour gagner une Coupe Stanley. Comme ça, pour moi, là, c'était mon 2e année dans la Ligue nationale pour jouer contre les Canadiens. C'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs. Et vous avez parlé d'ailleurs, vous êtes né à la Chute, vous avez commencé à jouer au hockey là-bas. On s'est rencontrés là-bas également, vous et moi, lors de votre tournoi de golf l'an dernier, le tournoi de golf que vous teniez en compagnie de Bob Hartley et également de... Pierre Pagé. Pardon, Pierre Pagé, voilà. Beau blanc de mémoire, Greg. J'avais un petit blanc ici. Et là, lorsque vous êtes arrivé à Edmonton comme joueur, il y a un changement de scénario là-bas. Quelles ont été vos premières impressions de cette ville-là, de cet environnement de hockey? Mais oui, Edmonton compte 3 fois plus d'habitants que lorsque je suis arrivé en ville en 1979. Je dois admettre que venir du Québec,
cela a été un peu de choc culturel. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour me sentir à l'aise et adopter ma nouvelle ville. C'est incroyable quand on pense à ça. Kevin est arrivé en 1979 et quand on parle de la relation entre Kevin et Georges parle aussi que Edmonton est devenu sa maison également. Donc, l'accueil des gens là-bas, j'ai senti ça dans une soirée, moi, de mon côté. Donc, l'accueil là-bas, le changement de scénario, tu arrives de la chute, tu joues ton hockey, jouer avec les Remparts de Québec, bien sûr, s'en vient avec les Oilers d'Edmonton. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis, c'est encore plus intéressant ce qui s'en vient. Je dis toujours aux gens que d'Edmonton est une grande ville, mais elle a l'impression d'une petite ville. C'est pour ça que c'est fun pour moi. Puis aussi, je veux dire que les Canadiens de l'Ouest sont des gens formidables. Je me sens très chanceux d'avoir eu l'opportunité de faire ma vie ici au Edmonton. Et c'est très connu maintenant, le Rogers Center est un des arénas les plus récents dans la Ligue nationale. Rogers Arena, le design extérieur est très, très beau. Celui à l'intérieur aussi. J'ai adoré cette aréna-là. J'ai adoré également l'ambiance qu'on y connaissait. Vous, qui faites partie de l'organisation, vous l'avez nommé là, depuis 4 décennies, depuis plus de 40 ans. Quelles sont vos impressions? Ça a été quoi vos premiers sentiments lorsque vous avez mis les pieds au Rogers Center? Mais je suis très fier de ce qu'on a ici, le Rogers Place. Je pense vraiment que cette arène, Rogers Place, est la meilleure arène au Amérique du Nord. J'ai visité tous les bâtiments et je n'en trouvais pas un qui soit meilleur. C'est un beau bâtiment à l'intérieur comme à l'extérieur, avec beaucoup d'espace pour les fans puissent se déplacer. Bien sûr, aucune Coupe Stanley n'a encore été remportée à Rogers Place. Espérons que nous verrons une Coupe Stanley ici dans les années à venir, mais on est chanceux d'avoir une arène comme le Rogers Place ici à Edmonton. Et pardon, j'ai dit le Rogers Center. Le Rogers Center est bel et bien à Vancouver et le Rogers Place est à Edmonton. Je suis désolé à propos de... C'est difficile. Le Rogers Center est à Toronto pour les Jays. Le Rogers Arena est à Vancouver. Ça s'en vient dans un autre épisode, ces deux-là. Et le Rogers Place, écoutez, j'étais... je sais pas si j'étais en lendemain de veille ou si j'étais un petit peu trop fatigué. Quand on a enregistré ça. Pardonnez-moi cette petite erreur qui s'est glissée, mais c'est définitivement le Rogers Place d'Edmonton. Ça. Est-ce que vous avez vu est-ce que l'ambiance, tu sais, lorsqu'on a vu ça à Montréal ici, lorsqu'on est parti du forum et on a passé au Centre Molson à l'époque, il y a eu une grosse différence d'ambiance et tout le reste. Est-ce que ça a été un petit peu la même chose à Edmonton ou ça s'est vraiment continué? Maintenant, on dit bon que le Centre Molson, le Centre Bell a été un des endroits les plus difficiles pour les équipes à aller visiter. Est-ce que ça a été un petit peu la même chose à Edmonton ou vous avez vu un gros changement au niveau de l'ambiance à ce moment-là? Non, je pense que c'est la même chose. Franchement, l'arène Rogers Place, c'est beaucoup plus gros puis beaucoup plus d'espace. Mais je pense, écoute, les fans qui allaient le Colisée, on appelle ça dans les années 80, beaucoup de ces fans sont plus vieux maintenant, puis ça se peut qu'ils viennent plus pour voir les Oilers. Maintenant, on a un jeune fan base, puis il aime aller au Rogers Place. C'est toujours plein, c'est toujours beaucoup d'atmosphère. Puis même s'ils n'ont pas gagné un Coupe Stanley déjà, il y a beaucoup d'expérience. Écoute, le meilleur joueur au monde dans le hockey, il joue ici à Edmonton. Connor McDavid, comme ça, juste pour aller voir lui, c'est quelque chose, mais l'arène, ça l'aide aux expériences pour les fans ici.
Ben, effectivement, juste d'aller voir Connor McDavid, de le voir jouer, il peut changer un match et une ambiance, lui, dans un match en quelques secondes seulement. Sinon, ben, il y en a d'autres qui sont pas pires pour jouer au hockey. Là. Léon Draisaitl en fait partie et d'autres joueurs de talent dans cette organisation-là. Oui, on est chanceux, beaucoup de chanceux, mais maintenant, c'est le temps pour ces jeunes joueurs comme Draisaitl puis McDavid de mettre leur nom sur la Coupe Stanley. Écoute, moi, je me souviens bien quand j'étais le grand chum de Wayne Gretzky, on avait un condominium ensemble, puis après 2 ou 3 ans dans la Ligue, Wayne a gagné le championnat du scoring quelques fois, mais il disait, écoute, si je veux être nommé comme les grands joueurs, comme les Béliveau, les Bobby Orr, dans ce temps-là, Maurice Richard, Gordie Howe, il faut que moi, je parle de Wayne, il faut qu'on gagne un Coupe Stanley ou quelques Coupes Stanley pour être dans le même niveau que ces grands noms de les années passées. Et si vous écoutez des entrevues avec Wayne Gretzky, c'est exactement ce qu'il dit tout le temps. Puis le respect qu'il a pour les 4 joueurs que M. Lowe vient tout juste de nommer. Je l'appelle Kevin quand on se parle parce que c'est ce qu'il m'a demandé, mais sinon, je vais continuer de l'appeler M. Lowe. C'est incroyable de voir. Et pour moi, j'enlève rien aux joueurs actifs présentement, mais ce type de leadership-là qu'on entend dans la voix de Kevin Lowe, et vous allez l'entendre de plus en plus dans cet entretien-là, mais également de Wayne Gretzky, qui est le meilleur joueur de l'histoire encore, et qui dit, pour être dans cette catégorie-là, on doit remporter des coupes et on doit faire ça en équipe. Moi, à chaque fois, lorsque j'entends ce type d'anecdote-là, ça me donne des frissons et ça me prouve la grandeur de Wayne et la grandeur de ce qu'on avait dans cette, je pense qu'on peut appeler ça une dynastie, la dynastie des Oilers d'Edmonton. Et voilà, vous l'avez fait, puis vous l'avez fait plusieurs fois ensemble également. Ça doit vous faire sourire encore aujourd'hui quand vous pensez à ça. Ah oui. Beaucoup de monde pense que j'ai gagné seulement 5 fois parce que les fans des Oilers, ils savent que les Oilers ont gagné la Coupe Stanley. Puis c'est le fun quand je dis non, c'est pas 5, c'est 6, mais c'est pas grave. Et on dit seulement 5 fois. On met des guillemets là-dessus. Seulement 5 fois. C'est pas 5, c'est 6. C'est des belles bagues et des beaux souvenirs. Puis c'est une belle correction à faire également. Parlez-nous. Vous avez parlé de lorsque vous étiez directeur général dans cette fameuse finale contre les Hurricanes de la Caroline. Vous avez été coéquipier avec Georges. Vous avez été son entraîneur, son directeur général. On a fait une petite blague et peut-être les gens ne sont pas au courant, mais peut-être nous raconter. Vous avez été co-chambreur lorsque c'était son année recrue. Mais pourquoi ça a duré très peu de temps, tout ça? Mais parce que c'est pas le mot en français, mais George was a snorer. Il ronflait. Yeah, oui, le grand bonhomme. Et puis, pour moi, je l'avais difficile à dormir comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais écoute, j'ai beaucoup de respect pour Georges. Quand il a joué ici, il a bien aidé notre équipe. J'étais très déçu quand il est parti, mais encore, j'ai beaucoup de fierté en parler de Georges. Il fait des bonnes choses partout. Il est bien aimé ici encore à Edmonton. Puis je suis bien content que sa vie après le hockey, c'est pas toujours comme ça pour tous les joueurs de hockey, mais ça va bien pour lui. Il a sa famille, puis il travaille partout, puis il fait des grandes choses, pas seulement pour les Oilers, mais pour le jeu de hockey. C'est drôle, vous dites que ça vous a fait un petit peu de peine lorsqu'il a quitté les Oilers, mais c'est quand même votre ancien coéquipier, votre ami Wayne Gretzky qui vous l'a volé. Est-ce que vous avez appelé Wayne à ce moment-là? Mais Wayne, il n'y avait pas la manière de contrôler Georges comme je l'avais, comme ça n'a pas bien été.
Excellent. Monsieur Lowe, c'est toujours un énorme privilège pour moi de vous parler. Merci beaucoup de ces quelques minutes, de ces belles anecdotes et de vos meilleurs souvenirs. Tout le meilleur pour vous. Là, au moment d'enregistrer, les Oilers d'Edmonton vont commencer les séries éliminatoires dans les prochains jours. Et on vous souhaite un très long parcours qui va vous mener peut-être enfin à une coupe pour Connor McDavid. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis j'espère que les éliminatoires vont être, pour tout le monde, vont être une grande opportunité pour montrer au monde que le hockey, c'est le meilleur sport au monde. Effectivement. Et en plus de ça, cette année, on a 4 équipes canadiennes qui sont très performantes, qui sont en séries éliminatoires. Alors, écoute, on souhaite que ce soit les Oilers pour vous, pour Georges et pour Connor également. Mais on souhaite le retour d'une coupe au Canada parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une ici. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Si ce n'est pas les Oilers, une équipe canadienne, ça va être bon. Merci beaucoup, M. Lowe, encore une fois. Ça fait plaisir. Bon, à ce moment-là, je ne savais pas que les Oilers allaient affronter les Kings en première ronde. Peut-être que mes souhaits auraient été un petit peu plus courts que ça. Également, petite anecdote encore une fois, lorsque j'ai enregistré ça, j'étais à Minneapolis et je me rendais au match, le dernier match de la saison du Wild et de Marc-André Fleury à ce moment-là, qui avait annoncé la veille qu'il prolongeait d'une saison. Et lorsqu'on a fermé les micros, M. Lowe m'a demandé, il dit, tu es au Minnesota en ce moment. Il dit, est-ce que tu vas au match ce soir? Je dis, oui. Il dit, peux-tu, si tu parles à Marc-André, lui dire que je suis très content qu'il poursuive sa carrière une autre saison. C'est un grand ambassadeur pour le hockey et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le hockey, pour la Ligue nationale, de voir qu'il décide de poursuivre sa carrière encore une fois. Et j'ai transmis ces salutations-là à Marc-André Fleury qui sera dans notre épisode du Minnesota qui sera diffusé bientôt. Et vous auriez dû voir le regard de Marc-André Fleury lorsque je lui ai dit que Kevin Lowe lui envoyait ces souhaits-là. Ça valait... En fait, il n'y a pas de valeur à ça. C'était incroyable de voir ce regard-là. Alors, le respect que Kevin Lowe dégage au niveau encore des joueurs actifs de la Ligue nationale, je pense, selon moi, est sans borne. Les Visiteurs, le podcast. Ça me touche tellement de parler à M. Lowe à chaque fois. C'est la deuxième fois que je peux m'entretenir avec lui. Son humilité, son sens de l'humour, les anecdotes qu'il nous raconte sur Georges. Tu sais, ça ne s'écrit pas des fois, ces affaires-là. Georges qui nous dit « Je suis parti parce qu'on ne m'a pas donné l'argent. » Et c'est Wayne qui appelle Georges pour le signer à Phoenix. Finalement, Kevin Lowe se parle, Kevin Lowe et Wayne Gretzky se parlent, c'est-à-dire on met ça ensemble et là, il dit « Je pense que Wayne n'était pas capable de contrôler Georges comme moi je le faisais. » C'est juste parfait. Et l'anecdote, je pense que Georges l'avait déjà raconté, l'anecdote du fait qu'il ronflait trop en tant que recrue. Il a fallu qu'il change de chambre parce que Kevin Lowe n'était plus capable de dormir. C'est assez comique. Les prix au Rogers Place. Pour moi, quand tu payes, par exemple, 15 $ pour une bière, 15 $ canadiens, vous allez me dire que c'est le prix du Sandbell ou à peu près. Non, c'est à peu près ça. C'est ça, à quelques sous près. Et que tu n'as pas d'option d'une bière locale. Par exemple, en Californie, ceux qu'on a fait, et j'avais donné un 3,8 sur 5 au niveau des prix parce que, au Crypto.com Arena, parce qu'on était en mesure de payer le billet d'entrée un petit peu moins cher pour aller voir les Kings, par exemple. Et c'est tout un environnement sportif, là, on s'entend. Pas mal plus cher aller voir les Lakers, par exemple, et les Clippers et les Rams que d'aller voir les Kings à Los Angeles. Et ici, ce qu'on a sont des bières qui sont 15 $. Si on veut le verre souvenir, c'est 18 $. Il y a plusieurs spéciaux qui se font sur de la bouffe qui dépassent les 20 $, qui ne sont pas nécessairement plus chers que d'avoir un beau gros burger, par exemple, au AEW avec je sais, j'en mange un petit peu trop, avec, par exemple, une boisson gazeuse. Mais
on a peut-être un petit peu moins de qualité ici et les quelques dollars de plus font un peu mal. Puis comme j'ai dit, avec un manque d'options qui peut-être pourrait venir balancer les prix, c'est-à-dire, ça ne te dérange pas de payer un petit peu plus pour un mets local, un mets un peu plus haut de gamme, je ne sais pas trop comment vous l'appelez ça, diversifié. Je pense qu'on aurait une plus grande offre, puis on pourrait peut-être baisser les prix des concessions à ce moment-là, ce qu'on n'a pas au Rogers Place. Et, le taux de change Canada versus États-Unis, si je vois le même prix en canadien qu'en américain, au niveau d'une bière, par exemple, et là, c'est une bière de la Molson, de la Coors Light, de la Molson canadienne, ce que vous voulez, je vois ce même prix-là. Pour moi, ça me titille un petit peu. J'espère que j'ai bien démontré mon point pour vous. Alors, je vais y aller avec un 3,6 sur 5. Un petit peu moins que ce que j'ai donné au Crypto.com Arena parce que non seulement on paye le même prix ou à peu près pour les concessions de nourriture, mais aussi entrer là-bas et acheter son billet pour aller voir les Oilers, c'est un petit peu plus cher également. Je veux dire, le prix se retrouve, je pense que le prix médian est un petit peu en haut de 100 $ pour assister à un match des Oilers, qui pour moi revient qu'à une famille, là, c'est pas une activité très, très abordable d'aller voir un match des Oilers d'Edmonton dans une ville ou dans une ville ou un endroit où est-ce que, par exemple, le dollar sportif est pas tant diversifié que ça non plus. Alors, 3,6 sur 5 au niveau des prix du Rogers Place. Cela étant dit, appréciation finale du Rogers Place. On a nos 5 notes à donner. La première, accessibilité, 5 sur 5. Parfait. En résumé, je pense que je l'ai bien démontré au début de l'épisode. On est à 5 sur 5 à ce niveau-là. Le design, 4,5. Un des plus beaux arénas, un des plus beaux buildings, une des plus belles barns qu'on a de la Ligue nationale de hockey et une des plus récentes également. Ça fait seulement 7 ans. C'est en 2017 que ça a été inauguré, donc 7 ans qu'on est là. L'ambiance, 4,7 sur 5. Exceptionnel. La foule est exceptionnelle là-bas. La bouffe, 3,5 sur 5 et les prix, 3,6. Tout ça, ça nous mène vers un 21,3 sur 25, ce qui, si je fais x4 ici, 85,2 à date. Vous allez me dire, Greg, calme-toi, on est au troisième. Oui, absolument, vous avez raison. 85,2, ce qui nous place au premier rang de la très, très courte histoire des visiteurs de nos visites. Donc, devant le Crypto.com Arena et loin devant le Honda Center, dans lequel, par exemple, on a beaucoup apprécié notre passage, mais que les prix étaient exorbitants, par exemple, et que l'Arena, a plus qu'une trentaine d'années, ou presque, et qui mériterait un petit rafraîchissement quand même. Donc, c'est là qu'on en est. Donc, 85,2, la note finale, je vous l'ai dit encore une fois, la plus objective possible pour le Rogers Place. Si jamais, encore une fois, je sais que je me répète, mais si vous en êtes dans un road trip en Alberta, allez voir les Flames, par exemple, les Oilers, allez voir la saison de la CFL. Ben oui, on peut le faire à l'automne, vers la fin de la saison. Ça peut être très intéressant également. On met Vancouver là-dedans aussi. Ça vous permettra de couvrir les arénas de l'Ouest canadien. Je vous suggère absolument d'aller là-bas si vous devez y aller par affaire ou si vous êtes comme moi et vous voulez compléter le tour de tous les arénas de la Ligue nationale. Je pense que ça en vaut absolument la peine d'avoir un passage là-bas. Puis vous allez, j'espère comme moi, beaucoup, beaucoup apprécier votre voyage à Edmonton. Finalement, aussi sur la bouffe, vous pouvez prendre des restos autour. L'aréna est tellement bien située. Pourquoi pas aller prendre un petit repas avant le match, par exemple, et par la suite se rendre là-bas. Peut-être que vous allez pouvoir également apprécier le match aussi, puis avoir apprécié un très, très bon souper également. Je voudrais simplement remercier encore une fois toute la gang de billets.ca. Soyez là, qui se joignent à notre équipe pour le podcast Les Visiteurs, toute la gang de BPM Sport, la commission athlétique et surtout, mon ami Georges Laraque d'avoir accepté de prendre autant de temps pour nous aujourd'hui et également, bien sûr, M. Kevin Lowe qui, lui aussi, a pris du temps pour nous, nous a parlé dans un français impeccable et ces anecdotes-là que j'ai beaucoup, beaucoup aimé avoir. Puis l'organisation des Oilers qui nous ont très, très bien accueillis également, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir.
Alors, et surtout à vous, merci. Encore une fois, on est un jeune podcast, une jeune plateforme. Partagez ça, envoyez ça à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. J'espère que vous allez retrouver des informations qui vous aident dans vos voyages sportifs, que ça a piqué votre curiosité, que vous avez envie de voyager encore plus. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire, interagissez avec nous sur nos publications sur les médias sociaux. Et je vous dis à très, très bientôt pour un autre épisode du podcast Les Visiteurs. Salut!